Voici le déplacement des charges pour l'électrolyseur étudié. On a vu précédemment qu'en fonctionnement normal, la pile Daniel a un courant qui va de la droite vers la gauche. Ici, on veut faire une électrolyse en inversant le sens du courant, autrement dit, en faisant un courant qui va de la gauche vers la droite. Pour cela, on va utiliser un générateur. Et ce générateur, on va mettre sa borne plus à droite et sa borne moins à gauche, de façon à ce que quand le courant part de la borne plus du générateur, il part vers la droite. Si le courant part vers la droite, ça veut dire que les électrons, eux, vont dans le sens inverse, autrement dit vers la gauche. Et donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, les électrons sont arrachés fortement à cause du courant forcé par le générateur. Ils sont arrachés de cette demi-pile. Si les électrons sont arrachés de cette demi-pile, ça veut dire que dans cette demi-pile, on va forcer une réaction dans laquelle les électrons sont des produits pour qu'ils puissent être libérés. Autrement dit, on va forcer dans cette demi-pile, la réaction Cu donne Cu2+, plus 2 électrons. On est bien d'accord avec le fait que spontanément, c'est pas cette réaction qui aurait dû avoir lieu. Spontanément, on aurait dû avoir Cu2+, plus 2 électrons donne Cu, autrement dit exactement l'inverse. Mais ici, la présence de ce générateur va obliger le courant à aller dans ce sens-là, autrement dit les électrons à aller dans le sens inverse. Donc il va créer une force électromagnétique très puissante qui va tirer les électrons et qui va donc forcer à faire la réaction dans ce sens-là, puisqu'il va arracher les électrons du cuivre et former des ions Cu2+. De la même façon, les électrons vont arriver en afflux important ici, à cause du générateur qui force la circulation du courant. Et lorsque les électrons vont arriver avec un afflux important ici et qui vont rencontrer les ions Zn2+ en solution, eh bien ça va forcer la réaction. Zn2+, plus 2 électrons donne Zn. On va à nouveau avoir ici la réaction inverse de ce qu'on avait observé dans le cas d'une pile qui fonctionne avec la réaction spontanée. On voit donc qu'à droite, puisque les électrons sont arrachés au cuivre, c'est une oxydation qui se produit. On a donc l'anode, alors qu'à gauche, comme les électrons sont donnés aux ions Zn2+ pour former du zinc, on a une réaction de réduction, c'est une cathode. Par rapport au fonctionnement d'une pile, on a inversé l'anode et la cathode. Le bilan, c'est également l'inverse de la réaction de la pile, puisque c'est Zn2+ plus Cu donne Zn plus Cu2+. Un point intéressant à noter, c'est que même si on a inversé anode et cathode, et même si on a inversé le sens du courant et le sens de déplacement des électrons, on n'a pas inversé la position des charges plus et moins. En effet, si on revient à la pile précédente, on avait la charge plus à droite et la charge moins à gauche, et on a toujours la charge plus à droite et la charge moins à gauche. Pourquoi les charges n'ont pas été inversées? Eh bien, il y a eu en fait une modification dans le positionnement des charges, mais pas une inversion. En effet, dans le cas de la pile, la charge plus était portée par l'électrode de cuivre. Elle était ici. Et comme le courant partait de la charge plus, il partait de l'électrode de cuivre pour aller vers la gauche. Maintenant, la charge plus, même si elle est toujours à droite, elle n'est plus portée sur l'électrode de cuivre, elle est portée sur le générateur, puisque l'électrode de cuivre n'est plus elle-même un générateur. Maintenant, la charge plus, il faut la mettre aux bornes du générateur. Autrement dit, quand le courant part de la charge plus, il part du générateur pour aller vers l'électrode de cuivre, donc vers la droite. Même si la charge plus est à droite, elle n'est pas au même endroit qu'avant, et c'est pour ça que le sens du courant a été inversé. C'est important de noter que la charge plus et la charge moins ne sont pas inversées, mais qu'elles simplement elles passent des électrodes de la pile au générateur. Pour finir, on peut aussi réfléchir au déplacement des ions en solution. En effet, à droite, on voit qu'on produit des ions Cu2+, et à gauche, on consomme des ions Zn2+. Pour que l'électroneutralité soit respectée à droite et à gauche, il faut donc compenser ici une augmentation de la charge positive et ici une diminution de la charge positive. Pour cela, eh bien, tout simplement, il va y avoir migration des ions négatifs, SO4 qui vont passer de la gauche vers la droite. De cette façon, si on a deux charges plus en moins, mais qu'on a aussi deux charges moins qui partent, eh bien, c'est toujours neutre à gauche. Et ici, si on a deux charges plus qui s'additionnent, mais deux charges moins qui s'additionnent également, c'est toujours neutre. La prochaine question est calculer la différence de potentiel minimum nécessaire du générateur pour que la réaction puisse avoir lieu dans ce sens, autrement dit dans le sens non spontané. Pour répondre à cette question, il faut connaître une règle qui dit que, d'un point de vue thermodynamique,
pour que la réaction puisse se produire dans le sens non spontané, il faut que la tension du générateur UG soit supérieure à la force électromotrice de la cellule électrochimique, autrement dit à E droite moins E gauche. Cette règle, on va la démontrer l'année prochaine, mais pour l'instant, avec les connaissances de première année, ce n'est pas possible de la démontrer. Vous pouvez par contre la connaître. Autrement dit, ici, pour que l'électrolyse soit possible, il faudrait que le générateur ait une tension UG qui soit supérieure à la force électromotrice E qu'on avait calculée précédemment, autrement dit supérieure à 1,109 volts. Grand 2.2, définition et mesure du potentiel d'électrode, qu'on appelle aussi potentiel redox. Une électrode qui plonge dans une solution va avoir un certain potentiel d'électrode, noté E. Pour mesurer ce potentiel, l'outil dont on dispose, c'est un voltmètre qui permet de mesurer la différence de potentiel entre deux électrodes dans une pile. Mais connaître la différence de potentiel entre deux électrodes, cela ne veut pas forcément dire qu'on connaît le potentiel de chacune des deux électrodes. Pour remédier à cela, on va choisir une électrode dont on va fixer arbitrairement, par convention, le potentiel comme étant toujours égal à 0. Cette électrode s'appelle l'électrode standard à hydrogène, qu'on abrévie souvent ESH. L'intérêt de fixer le potentiel de l'ESH à 0, c'est que si on veut mesurer le potentiel d'une autre électrode, il suffit de créer une pile avec en cathode l'électrode inconnue dont on veut mesurer le potentiel, en anode l'ESH dont le potentiel vaut 0, et ensuite avec un voltmètre, quand on va mesurer la force électromotrice de la pile, eh bien ce sera E plus moins 0, et on aura accès au potentiel inconnu que l'on voulait mesurer. Il est donc important de savoir ce qu'est l'électrode standard à hydrogène. Concrètement, c'est une électrode qui est constituée d'un fil de platine. Le platine est un métal qui est réputé inerte, autrement dit qui ne fait pas de réaction redox, qui plonge dans une solution acide avec une concentration en ion H+, ou H3O+, en solution, de 1 mol par litre, et qui est aussi en contact avec du gaz dihydrogène à la pression standard de 1 bar. L'intérêt de cette électrode, c'est que le fil de platine, qui est inerte, va être en contact d'ion H+, et de gaz H2, qui forment un couple redox H+, H2, avec la demi-équation 2H+, plus 2 électrons donne H2. Pour comprendre l'intérêt de cette électrode, il faut écrire l'expression du potentiel avec la formule de Nernst. Et j'en profite pour vous faire vous entraîner un petit peu. Mettez pause sur la vidéo et écrivez l'expression du potentiel avec la formule de Nernst. Je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Le potentiel de cette électrode sera E standard H plus H2 plus 0,059 sur 2 log de l'activité de l'oxydant, qui ici sont les ions H+, autrement dit concentration en H+, au carré sur C standard au carré, fois divisé par l'activité du réducteur, qui est ici le gaz H2, autrement dit divisé par pH2 sur P standard. Ici donc le P standard passe au numérateur. Une fois qu'on a écrit le potentiel, on voit que justement, puisque la concentration en ion H+, est égale à la concentration standard de 1 mol par litre, et puisque la pression en dihydrogène est à la pression standard de 1 bar, eh bien tout ceci va valoir 1 et ce logarithme va valoir 0. Autrement dit, le potentiel de l'ESH est égal au potentiel standard du couple H+, H2. Or, par convention, on choisit de fixer le potentiel standard du couple H+, H2 à 0. Ça, c'est une convention dont vous devez vous souvenir par cœur, puisque tout est tabulé à partir du potentiel standard de H+, H2 qui a été fixé arbitrairement à 0. L'intérêt de l'ESH, c'est surtout théorique, mais c'est ce qui permet d'avoir une référence à partir de laquelle on mesure tous les potentiels, puisqu'on définit le potentiel d'une électrode comme étant la force électromotrice d'une pile dans laquelle l'ESH a le rôle d'anode et l'électrode à étudier a le rôle de cathode. Puisque pour cette pile, on aura la force électromotrice E qui vaudra E cathode moins E de ESH, mais comme ESH vaut 0, on aura bien E égale E cathode. Ceci est une définition théorique qui fonctionne très bien, mais en pratique, au laboratoire, on manipule rarement des électrodes standards à hydrogène.
Tout simplement parce que dans le laboratoire par exemple de lycée, on n'a pas de bouteille de dihydrogène, donc obtenir une électrode qui est au contact de gaz dihydrogène à une pression de 1 bar, c'est pas pratique. Heureusement, il existe d'autres électrodes de référence qui n'ont pas un potentiel de 0, mais qui ont un potentiel constant fixé à une autre valeur, mais qui permet quand même la mesure du potentiel d'une électrode inconnue. L'électrode de référence la plus utilisée et la plus connue, c'est l'électrode au calomel saturé, qui est abrévié ECS. On va expliquer ici son fonctionnement, parce que c'est une électrode qui est tellement classique qu'il faut que vous la connaissiez. Dans l'électrode au calomel saturé, il y a un fil métallique inerte qui sert de contact électrique, et qui est en contact à la fois avec du mercure, qui est un métal liquide, et du calomel, qui est le solide de formule Hg2Cl2. Hg et Hg2Cl2 forment un couple redox qu'on peut écrire avec la demi-équation suivante. Hg2Cl2 plus 2 électrons donne 2Hg plus 2Cl-. Mais ce n'est pas tout. Pour comprendre l'intérêt de cette électrode, il faut voir que Hg2Cl2 et le mercure sont dans un fin tube en verre, et que ce tube en verre est bouché au fond par de la laine de verre qui empêche le solide de partir, mais qui laisse la solution entrer au contact de Hg2Cl2. Et ce fin tube en verre est lui-même à l'intérieur d'un tube en verre plus grand, qui contient une solution de chlorure de potassium, donc une solution de KCl, qui est saturée, c'est-à-dire avec des cristaux de KCl qui ont été ajoutés jusqu'à ce qu'ils ne se dissolvent plus, donc il reste quelques cristaux de KCl dans le fond du grand tube en verre. Et cette solution de KCl saturée, c'est elle qui donne le nom saturé à l'électrode au calomel saturé, elle va être importante dans l'expression du potentiel. Le deuxième tube est ensuite fermé en bas par une pastille poreuse qui permet d'avoir un contact électrique avec la solution dans laquelle va être immergée l'électrode au calomel saturé, tout en empêchant la plupart des ions de s'échanger pour éviter qu'il y ait une pollution. Au labo, vous verrez que dans les électrodes au calomel saturé, en haut, il y a souvent un petit bouchon qui permet d'avoir une ouverture pour recharger en solution de KCl saturé si jamais un peu de solution est parti de l'électrode. Pour comprendre l'intérêt de cette électrode, à nouveau, il faut exprimer son potentiel, le potentiel du couple Hg2Cl2Hg, en utilisant la formule de Nernst. Je vous laisse le faire pour vous entraîner à manipuler cette formule en mettant pause sur la vidéo. Je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Pour le couple Hg2Cl2Hg, on a E égale E standard Hg2Cl2Hg plus 0,059 sur 2 fois le logarithme de activité des oxydants sur activité des réducteurs. Mais ici, l'oxydant, c'est un solide, il a donc une activité de 1. Les réducteurs ici, on a un liquide pur qui a une activité de 1, et un ion en solution qui, lui, par contre, a une activité qui va s'exprimer par concentration en Cl- sur concentration standard. Autrement dit, il sera au dénominateur, et on aura cette expression pour le potentiel de Nernst. Attention, si vous avez fait une erreur ici, revoyez bien la formule du potentiel de Nernst, qui peut, quand on n'est pas habitué, amener à certaines erreurs. Une fois qu'on a cette expression-là, on comprend l'intérêt d'avoir fait baigner le couple Hg-Hg2-Cl2 dans cette solution de KCl saturé. En effet, on voit que le potentiel il est égal à une constante plus quelque chose qui dépend uniquement de la concentration en Cl-. Autrement dit, si on a une solution de KCl saturée, cela va fixer la concentration en Cl- et va rendre cette concentration constante. On pourra donc affirmer que le potentiel de cette électrode est constant et donc l'utiliser comme électrode de référence qui aura toujours le même potentiel.